Pour notre rubrique In Vino Veritas, notre maître sommelier, Christian Scalisi, nous fait découvrir le domaine du Pas du Cerf à la Londe. Chers amis, bonjour. Notre périple ce mois-ci nous a amenés dans la banlieue de la Londe, en plein cœur du massif des Morts. Nous sommes venus rendre visite à la famille Galtieri, qui est propriétaire du château Pas du Cerf. Nous avons le plaisir de passer un petit moment avec Aurore Galtieri, qui est la fille du domaine, qui s'occupe de la commercialisation, entre autres. Donc si tu veux bien nous présenter en quelques mots le domaine et ce qui s'y passe. Alors on va parler un petit peu d'histoire quand même. Vous l'avez compris, Christian vient de vous le dire, je suis donc la fille des propriétaires et on travaille en famille. C'est un vieux domaine qui appartient à notre famille depuis 1848, donc 8 générations. Donc nous sommes là depuis de nombreuses années, propriétaires aujourd'hui de 80 hectares. Et on a, si vous voulez, installé la cave particulière il y a 10 ans. Donc on s'est lancé dans l'aventure de l'histoire du château Pas du Cerf depuis 10 ans. Donc je travaille... C'était 2000 ou 99 2001. Ah, 2001 Eh oui. Ah oui, d'accord, ok. Les années passent. 2001, donc ça fait 10 ans. C'est nos 10 ans cette année. Ouais, c'est juste. Ouais, Voilà. effectivement. Mais la propriété était rattachée à la cave coopérative, si je ne me trompe pas. Exactement. Et tes parents s'occupaient de la cave, si je me rappelle Tout bien. à fait. Qu'est-ce qui les a poussés alors en fait à quitter la cave et à s'installer? C'est les nouvelles générations, le changement aussi dans le vignoble, parce qu'il y a beaucoup de vignerons qui sont engagés sur la qualité vraiment des produits de l'appellation, et on était persuadés qu'il y avait un potentiel. Nous sommes 3 filles, donc moi j'ai démarré ma carrière professionnelle dans le vin, donc ça a certainement aussi participé à la décision familiale de se lancer dans l'aventure, et ma sœur Diane, elle est vraiment sur la partie technique. Voilà. Ce qu'il y a de bien, c'est que vous partagez bien la chose. Toi, la commercialisation et Diane à la cave, en fait. Absolument. Et donc ça c'est très important. Ouais, ça fait une bonne complémentarité. Et aujourd'hui, les parents, je veux dire, qu'est-ce qu'ils font? Ils interviennent comment dans le domaine maintenant? Ils continuent, ils vous laissent faire? Enfin, ils sont toujours là, hein, parce que quand on vient, généralement, on les salue et on les voit. Mais comment ça se passe en famille comme ça? Alors ça se passe très bien, parce que justement, comme tu le disais, chacun est à son poste du coup chacun s'exprime dans les postes essentiels du vignoble. Donc papa s'occupe lui plus de la partie vigne, gestion financière du domaine, qui est quand même un morceau important. Maman, elle, présidait la cave coopérative avant, comme tu le savais. Donc elle s'occupe plus particulièrement de l'accueil au domaine, de la relation publique, presse on va dire un petit peu, et puis de tout ce qui est administration, voilà. Et Diane, elle s'occupe de la cave, donc vinification, traçabilité, mise en bouteille, donc production, et moi commerce. Voilà. Ouais, et j'ai la petite dernière qui a rejoint le domaine, mais tu n'étais peut-être pas au courant. C'est tout récent. La petite dernière sœur? Oui. Ouais, je savais plus ou moins parce que tu m'en avais parlé. Et du coup, elle va s'occuper de quoi? Alors elle vend nos vins sur les Bouches-du-Rhône, parce qu'elle habite Marseille. Ça fait des années qu'elle était en études sur Marseille, et puis elle avait... Ça, je savais, ouais, effectivement. Voilà. D'accord. Et donc elle a rejoint le pôle commercial. Oui, voilà. Elle fait partie du coup de notre équipe maintenant, et elle vend... Elle défend les couleurs du Pas du Cerf sur Marseille. Nous avons 80 hectares de vignes en AOC Côte de Provence. Le vignoble est d'un seul tenant. On est tout en coteaux, comme vous le constatez donc derrière moi. Vous voyez, l'ensemble du vignoble est planté en coteaux. Exposition sud-est. On est sur un terroir de schiste. C'est les schistes de la Londe. Voilà. Ouais. Les légendaires schistes de la Londe. C'est vrai qu'on a un terroir qui est assez exceptionnel. C'est vrai que le terroir de la Londe est assez réputé, et les professionnels très souvent nous disent « Ah mais la Londe, c'est un des terroirs exceptionnels de la Provence ». C'est évident qu'on a la chance d'avoir un vignoble en plus entouré d'un écrin de nature exceptionnel. On est au cœur du massif des Morts, tu le disais tout à l'heure, c'est une forêt de chênes-lièges, de garrigues, donc on est vraiment dans un coin de nature exceptionnel. Le vignoble est très bien exposé, en coteaux, sur du schiste, donc on a déjà un très bel outil au niveau du terroir. Voilà. Et malgré que vous soyez proche de la mer, je veux dire, vous avez une exposition et une climatologie qui est un tout petit peu différente du bord de mer. Oui, tout ici, à fait. Hein, les températures sont plus fraîches en hiver, et ça fait un petit peu, l'été c'est un petit peu plus chaud. Alors, par contre, on bénéficie de l'air marin
Parce que comme on est au milieu des vallées, hein, au niveau du vignoble, on sent toujours, sans avoir vraiment, comme les domaines environnants du bord de mer, vraiment proches, sans avoir une influence maritime énorme, on n'a pas de goût forcément iodé marqué sur les vins. Par contre, on a toujours cet air marin, on n'est pas du tout enclavé comme certains vignobles du centre ou du Haut-Var. Et le domaine est planté, donc quels sont les cépages qu'on y retrouve ici? Alors, donc, sur les 80 hectares, nous avons 9 différents cépages. En blanc, on en a 2, le Rolle et le Sémillon. Et en rouge et rosé, donc 7 différents cépages. Donc, le Grenache, le Cinsault, le Tibourin, le Carignan, le Cabernet Sauvignon, le Mourvèdre. Et j'ai dit le Tibourin, le Cinsault. Peut-être oublié le Cinsault. Enfin, disons, les traditionnels cépages de Provence. Mais tu as une préférence sur... Forcément. Vas-y. Bon, on va dire qu'on est très fan de Syrah en rouge. Hein, sur schiste, ça amène des choses très intéressantes. On a une vieille parcelle de Carignan, de vignes qui ont une trentaine, quarantaine d'années, qui nous donne de belles surprises. Et là, sur le millésime 2011, donc, on a fait une cuvée passion d'été très friande, plein de fruits, assez souple. Donc assez intéressante, dans des styles de produits assez différents. Hein. Et ça, c'est pour les rouges. En rosé, bon, l'essentiel de nos assemblages, c'est le Grenache. Mais cette année, on a de très belles surprises en Cinsault. Et on a aussi de jolis Tibourins. Voilà. Et on en plante. Alors, petit scoop, c'est les premiers 2011 qu'on goûte. Exactement. Donc là, on est sur un blanc à base de Rolle. Tout à fait. 2011. Les vins sont prêts. Les vins sont prêts, vinifiés bien sûr, par contre pas encore assemblés. Ça c'est notre travail du mois de décembre. Mais là c'est tout à fait prêt à la dégustation, puisque les vins sont filtrés. Après il nous restera les assemblages et les traitements au froid et les dernières filtrations avant la mise en bouteille bien sûr. Oui, parce que là les vins généralement, enfin là, globalement les vins sont propres. Voilà. On a des vins, oui, à part les quelques petits travaux de cave qui restent à faire, mais on a une idée précise maintenant de ce que sera, de ce qu'est le 2011. Hein. Tout à fait. D'accord. Donc en quelques mots, le millésime chez toi, c'était. Nous, on est content. Ça a été un millésime sportif puisqu'on a démarré tôt et on a fini tôt. D'habitude, ça dure grosso modo un mois chez nous parce que 80 hectares, c'est long et très souvent les parcelles n'arrivent pas à maturité au même moment. Donc on démarre avec les blancs, on se repose un petit peu, on attend que le reste mûrit et puis au fur et à mesure on rentre des raisins rouges pour le rosé ou le rouge. Et puis cette année, à notre grande surprise, on a démarré comme d'habitude, enfin un petit peu plus en avance, une semaine d'avance, mais pour les blancs c'est toujours... Ça a commencé quand ici? Le 23 août. Voilà. Donc, nous on démarre toujours fin août, donc on avait une petite semaine d'avance. On a démarré avec les blancs et puis lorsqu'on a goûté, c'était pas mûr le reste, donc on a dit bon ben on enclenche tranquillement la semaine prochaine. Et en l'espace de 2-3 jours, heureusement qu'on est vigilant, à ces périodes-là, on va déguster régulièrement les raisins en vigne et d'un coup on s'est dit oh mais ça mûrit vite, donc après analyse on s'est rendu compte que c'était le moment. Donc ça a été sportif parce que comme on a quand même une propriété assez importante, ça se fait pas comme ça, donc c'était du travail du matin très tôt jusqu'au début d'après-midi, non-stop tous les jours à faire entre 4 pressoirs à peu près. Ou les deux? Les deux. Les deux sur les donc parcelles. En fait on vendange essentiellement machine, en faisant 75% de rosé. Aujourd'hui on fait de la vendange manuelle uniquement lorsqu'on veut trier ou lorsqu'on veut récolter des grappes entières pour des vinifications particulières de rouge. Donc aujourd'hui, on vendange à la main notre parcelle de vieux Rolle, nos vieilles Syrah. Et puis cette année, on a vendangé les Carignans, par exemple, à la main. Voilà, ça dépend un petit peu. Mais en général, on vendange beaucoup machine. Par contre, on fait un tri automatique. C'est nouveau cette année. Avant, on faisait un tri manuel avec une table de tri, 6 personnes. C'est vrai que c'est long, c'est fastidieux et surtout le raisin attend à l'extérieur parce que quand on trie, on ne peut pas non plus le faire passer à une vitesse trop rapide. À la machine, tu peux vendanger très tôt le matin ou la nuit par exemple. Complètement. Voilà, chose donc que les tu peux raisins pas faire avec ils une équipe de vendangeurs. sont frais, mais le temps qu'on trie, le raisin attend, donc c'est assez lent et du coup il y a un peu de prise de couleur. Donc comme on sait que la couleur devient un des critères essentiels pour le marché du rosé. Devient, oui, le mot est faible. Devient. Voilà. C'était pour pas trop accentuer, exactement.
Du coup, on a investi cette année sur une machine de tri automatique. Et là, c'est rapide, efficace et ça fait du très beau travail. C'est joli, il y a déjà une certaine finesse, il y a déjà une certaine complexité aromatique. Alors, il y a la typicité du rôle, on a ce côté pêche, on a ce côté gras, on a ce côté floral. Voilà, on y est. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est que je me méfie toujours quand on est un peu dans le côté trop primaire des vins, avec ce côté un peu trop croquant du fruit. Là, on sent, sans faire preuve d'un optimisme déplacé, mais 2010 sur les blancs, bon, moi j'ai un tout petit peu goûté, mais c'est vrai qu'on a des vins qui sont assez riches, on a des vins qui sont relativement bien équilibrés, qui auront une certaine tenue, et ce qui est important, c'est qu'ils ont un vrai support aromatique. Voilà, ça c'est important, parce que si le niveau aromatique n'est pas là, on se retrouve avec des vins lourds. Là, c'est pas le cas, c'est floral, c'est fin, il faut de la fraîcheur élégant, aussi. Bon, c'est vrai qu'on le disait tout à l'heure, en étant sur schiste, on a très souvent une minéralité sur nos vins blancs et sur certains cépages en rosé, et c'est très agréable parce que ça équilibre la bouche. Donc on a quand même une tenue en bouche et du gras, mais avec une minéralité qui est très agréable. Donc rosé 2011. Alors là, c'est pas les cuvées finies. Donc là, on est sur du grenache, essentiellement, ce qui représente un peu le cœur des rosés, en fait. Ah oui, on utilise vraiment le grenache minimum 50% dans tous nos assemblages de cuvées. Donc c'est vraiment un peu la typicité au Pas du Cerf. C'est vrai que sur notre terroir, le grenache est très joli, très aromatique, amène de la finesse, du gras, de la longueur. Il n'y a pas de lourdeur, hein. C'est fin, c'est élégant. Donc en sachant que là aussi, il va être retravaillé, donc il va être un peu affiné, quoi. Encore un peu plus. Absolument. Et assemblé, c'est très intéressant. Bon, presque on peut le boire comme ça, hein, le grenache. C'est pas difficile de le boire comme ça. Non, c'est pas une punition. Non, pas du tout. Mais bon, il faut savoir que dans l'appellation Côte de Provence à part en blanc, on est obligé d'assembler, hein, le monocépage étant interdit. Donc même si le grenache est bien comme ça, on va être obligé de lui amener quelques petites touches. Oui, sur une année complète, il se suffirait peut-être pas lui-même, le grenache, non? C'est surtout au niveau des robes, parfois de l'évolution aromatique. Donc, voilà. Puis on a de très jolis Tibourins, de très jolis Cinsault cette année, donc c'est dommage. Les Tibourins étaient sympas, encore une fois. Et puis le grenache a sa qualité d'être très aromatique et puis gras. Par contre, sur certaines cuvées, c'est parfois trop gras. Sur des cuvées où on va chercher justement un moment de plaisir, des produits sur le fruit assez faciles à boire. Il ne faut pas trop en mettre, même si c'est gourmand et qu'on l'aime. On fait d'autres choix d'assemblage pour proposer un rosé différent. De peps, ouais. Parce qu'il faut de la fraîcheur. Le Cinsault, en général, il y en a beaucoup. Le Cinsault, c'est le deuxième cépage principal du domaine. Ça représente quoi, 30 Donc, 30%. Ah oui. Donc, sur nos cuvées haut de gamme, selon les années, on l'assemble à hauteur de 20%. Et puis des fois, il peut aller jusqu'à 30 ou 50% selon les cuvées. Et le pourcentage de la part du rosé sur la totalité de la production? Alors chez nous, 75%. On fait 75% rosé, 20% de rouge et 5% de blanc. Ça fait beaucoup de rouge parce que sur 80 hectares, 20%, ça fait 800 hectolitres, ça fait quasiment 100 000 bouteilles. Donc pour un domaine de Provence, c'est quand même audacieux, mais on a voulu faire du rouge un petit peu aussi notre marque de fabrique parce que sur notre terroir, on est convaincu qu'il y a une possibilité de vinifier de très jolies choses. Et on s'est engagé sur ce chemin-là. C'est pas toujours facile à vendre et à promouvoir, mais je m'y attelle. C'est vrai que c'est joli, parce que au plus on le garde dans le verre, effectivement, au plus il se réchauffe et au plus il exhale des arômes, en fait. Mais pareil, on a beaucoup de finesse. On a ce côté, on a vraiment ce côté un peu bonbon et ce côté un peu fruit des bois, ce côté un peu fraise, un peu framboise. C'est très gourmand. C'est très très joli. Alors, on a du volume, on a de la puissance, mais par contre, c'est équilibré par une vraie légèreté. Bon, ici, c'est le soleil le problème, donc c'est l'alcool. Bon, le nez n'est pas alcooleux, le nez n'est pas lourd. Ça devrait bien être contrebalancé. Mais ça, c'est une cuvée, par exemple, qu'on va facilement assembler sur nos cuvées de gastronomie, où on cherche des rosés de bouche, avec quand même un peu de gras et de la longueur. Parce qu'ils vont être mariés sur les tables des restaurants gastronomiques, donc bu avec des repas et des mets un petit peu travaillés, recherchés, raffinés. Donc tout à fait un style de rosé qui se déguste aussi bien en apéritif, mais que sur un repas. Donc la Rouge 2007, cuvée Marlise. Alors la cuvée Marlise, c'est la tête de cuvée du domaine, c'est ce qui se fait de mieux.
Oui, c'est ce qui se fait de mieux dans les rouges. Je veux dire, c'est notre grande cuvée censé en être. rouge, voilà, si on peut dire grande. Voilà. C'est la tête de cuvée du domaine. Et alors, Syrah. C'est une cuvée que nous faisons qu'en rouge. Ouais. Donc, ce sont des vieilles vignes de Syrah. Ouais. Selon les années, entre 80 et 95% de l'assemblage. Et après, on met un petit peu de grenache. Donc, c'est essentiellement des vieilles vignes de Syrah. Et au miracle, pas de Cabernet. Non. Désolée de... Non, pas de désolé. non, je te ferai rentrer dans mon club hein, de ceux qui trouvent que le Cabernet n'a rien à faire ici. Bon, ben ça va, alors je peux y adhérer. Oui. Non, on le revendique haut et fort maintenant. Mais, donc, élevage en barrique. C'est beaucoup de Syrah, voilà. Élevage en barrique 12 mois. Sur c'est des bordelaises ou barriques bordelaises, 225 litres, 225. Chêne français. Voilà. Alors on a différentes origines, hein, 4 différentes origines de forêt au niveau de nos barriques. Donc un même cépage va être travaillé sur différentes origines, parfois une seule lorsqu'on connaît le travail après les années d'expérience, et puis parfois on va faire aussi des essais sur d'autres bois, ce qui nous laisse aussi un peu le choix après au niveau des assemblages. Voilà, c'est un beau 2007, il y a une très belle couleur. Moi c'est un millésime que j'adore 2007 parce que nos amis journalistes spécialisés en ont pas fait un des fleurons de la décennie 2000 d'une façon générale, mais globalement 2007 c'est des bons vins. C'est des bons vins à mettre sur table. C'est des bons vins avec lesquels on prend beaucoup de plaisir. Un sommelier monégasque et puis comme tu le sais, on a dégusté 2006 et 2007. Et eux, ils ont été fans du 2007 parce que beaucoup de fraîcheur, des fruits ronds. Voilà, il y a de la puissance, mais comme je dis c'est le souvent, millésime valeur sûre. 2007, tout à fait. Tu te trompes pas avec 2007. De 2005, qui est un très grand millésime. Tout le monde parle des 2005, mais 2005, c'est bien bâti, c'est bien fait, c'est tout parfait. Mais en termes de buvabilité, parce qu'une fois de plus on revient là-dessus, je ne suis pas persuadé que ça soit... Il y a du plaisir. Voilà. Quand on met en bouche, c'est ce qui est toujours le plus difficile lorsqu'on fait des cuvées haut de gamme. On a toujours tendance à chercher la structure, des vins longs en bouche, mais quand même en même temps de la fraîcheur, de la finesse. Et moi, ce que j'aime beaucoup sur ce vin-là, c'est qu'on a quand même de la longueur. Par contre, c'est frais et ça... On n'a pas du tout de lassitude, on n'a pas un palais qui est lourd, qui est... Je n'ai pas agressé par ça, il y a beaucoup de tanins, hein. Mais par contre ils sont fins. Oui, c'est rond, c'est fin. J'allais dire, tout est sur la même trame, on n'est pas accroché à la chaise parce que ce vin-là est passé en barrique. Voilà, l'élevage barrique, je trouve, est assez fin, quoi. Il est présent, mais il se marie bien. C'est-à-dire, il apporte le côté torréfié, ce côté un petit peu épicé, ce côté un petit peu résiné, il est là. C'est évident qu'il est là. Bon. Mais oui, c'est mieux. Sinon, c'est pas la peine. Mais par contre, il est bien contrebalancé par ces notes de fruits très mûrs. En fait, voilà, ce côté très confituré. Et par contre, on a une finale. Les fruits, ils sont là, quoi. Hein. Exactement. Ça, c'est chocolat, c'est fruits, il y a une belle complexité. Ça, c'est les vins, on peut déjà les boire maintenant, on peut les garder. Oui. Et puis en plus, là... Après, quand ils sont jeunes comme ça, il faut toujours les déguster un petit peu frais. Hein, on ne dit jamais assez, les gens pensent toujours qu'il faut boire les vins un peu chambrés. Surtout pas. Quand les vins sont un peu puissants quand même sur des cuvées haut de gamme, il faut toujours mieux les boire à des températures un peu en dessous. Parce que ça se réchauffe vite sur table et puis c'est beaucoup plus agréable. Voilà. Et puis sur les vins méridionaux, c'est-à-dire plus on les fait monter, au plus l'alcool sera présent. Ressort, donc, bon, on n'a pas besoin non plus, on n'en manque pas ces dernières années. Mais donc si effectivement, oui, mais effectivement, entre 15 et 18 degrés, c'est parfait. Par contre, notre petite particularité, c'est que ton 2007, d'abord, il est en bouteille. Il est en bouteille. Et pas par encore contre, étiqueté. Oui. Donc pas peine de venir pleurer au domaine, il n'y en a pas pour l'instant. On va attendre début 2012. Mais par contre, tu l'as carafé celui-là. Oui. C'est ça que je trouve intéressant. C'est que tu l'as carafé. 9h30. Ah ouais, quand même. Donc ce matin, 9h30 et il est 16h30, pas loin certainement. Donc vous pouvez déboucher la bouteille, la mettre en carafe. Alors il n'a rien perdu. Je l'ai dégusté à midi, il était comme ça. Oui, il n'a rien perdu. Voilà. Donc il n'a rien perdu, il ne s'est pas oxydé entre-temps, mais ça ne l'a pas mieux arrondi au niveau des tanins. Alors, les tanins, je veux dire, parce que vu la structure tannique qu'il a, c'est pas ce qui va l'arrondir. Au niveau du fruit, à midi, il était comme ça. Mais le fruit, il a bien conservé. Donc c'est toujours bien, sur ces millésimes comme ça, un petit peu jeunes, de les ouvrir avant, ou de pouvoir les carafer 2 heures avant, c'est l'idéal. Voilà. Donc la cuvée Marlis 2007, l'histoire du cuvée Marlis, ça veut dire quoi?
Alors Marly, c'est une cuvée qui est chère à notre cœur, puisque c'est une combinaison finalement des deux prénoms de mes grands-parents, qui s'appelaient Marcel et Élise, d'où Marlyse. Voilà, pour la petite histoire, mon grand-père qui était président de la cave coopérative de la Londe, qui a racheté beaucoup de terres, qui a beaucoup planté de vignes et qui a beaucoup fait pour nous à aujourd'hui. Et voilà, Mémé disait d'ailleurs souvent, et j'aime bien cette expression, elle disait que Pépé avait une maîtresse, que c'était la vigne. C'est joliment dit. Ouais. Voilà, un petit clin d'œil pour moi. Donc c'est à 2011 Carignan. Oui. 100%. Absolument. C'est très intéressant, c'est des arômes de fruits rouges frais. Ah, c'est de la confiture de fruits. C'est très confiture de fruits. Très agréable. Et on a créé cette cuvée donc, qui s'appelle Passion d'été. Voilà. Un rouge qu'on peut rafraîchir d'ailleurs, hein, pour ceux qui aiment l'été, qu'on peut mettre au frigo, sortir frais, sans aucun problème, ou boire à température. Il n'y a pas un gramme de tanin qui dépasse. C'est fin, c'est non, il n'y a pas du tout de tanin, c'est très très souple. Hein. D'ailleurs, on a fait déguster ce style de rouge à des femmes qui ne buvaient pas de rouge et qui aiment. Donc c'est assez amusant. Voilà. C'est des rouges un petit peu à part de la gamme qu'on a créé vraiment pour le service en restauration l'été sur des produits faciles à boire et aussi dans un concept un peu de bar à vin, de vin ouvert, découverte. Parce que finalement, les rouges de Provence, on y a l'image, et puis c'est le terroir aussi et le climat, de vin rouge structuré, du sud, hein, donc de soleil. Et là, on crée un petit peu la surprise et on change des habitudes. Ouais, c'est un peu le contre-pied. Ouais. C'est vrai qu'il y a une jolie facilité. Puis j'aime beaucoup, encore une fois, le contre-pied lui-même avec le Carignan. Non, c'est un joli vin, et puis j'allais dire, même si effectivement, finir de oui, c'est pas prêt encore. Voilà. Mais on a un vin, il y a une belle gourmandise, nous dirons. Donc, merci de nous avoir reçus. Avec grand plaisir. Merci d'être venu nous voir au Pas du Cerf. Oui, parce que c'est vrai que c'est un petit peu loin. Enfin, c'est un petit peu loin. Il faut faire un peu de voiture à la sortie de la Londe. Les points cachés ne se retrouvent pas à côté de l'autoroute. Hein. Ah oui, ça c'est évident. Et puis c'est pas demain que tu auras l'autoroute. Ça là-dessus, on est tranquille. Mais je recommande vraiment aux gens de venir parce que c'est vrai qu'en plus tu as refait toute la partie accueil. On a terminé les travaux là, qui étaient prévus à l'origine du domaine, ça y est, donc c'est tout terminé, tout beau. On a fait donc une jolie boutique avec vue sur le chai à barrique de vieillissement de nos grandes cuvées en rouge, donc ça vaut quand même le coup d'œil. Voilà, la boutique est ouverte du lundi au samedi, il y a toujours quelqu'un pour vous accueillir avec le sourire. Et puis la dégustation sur l'ensemble des vins est possible, bien évidemment. Donc, Allez, tiens, un petit mot, parce que c'est vrai qu'il y a une grosse qualité, je n'ai pas besoin de te faire des compliments, parce que depuis suffisamment longtemps, mais une des grosses qualités que je trouve chez toi, et tu le sais, je te l'ai déjà dit, c'est que tous les vins sont bons. C'est-à-dire que du début de gamme, en fait, qui est la cuvée Diane, ouais, c'est ça, Merle, on le situe comment? Ça, c'est des vins de séminaire, mais qu'on ne vend pas ici dans la boutique. C'est pas grave, mais ça fait rien. Enfin, moi, j'ai eu l'occasion de les goûter. Je veux dire, voilà, c'est notre qualité bag box, donc les gens peuvent. Voilà, ça, voilà, on me bien. C'est la qualité bien. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, quels que soient les vins, toute la gamme est intéressante. C'est-à-dire toute la gamme est bien vinifiée, toute la gamme est bien soignée. J'allais dire, il y a un rapport qualité-prix sur tous les vins. Même sur le. Souvent, c'est souvent là qu'on est. Enfin, je veux dire, souvent qu'on est agréablement surpris et que c'est plus difficile aussi de faire du petit prix et de faire des bons vins. Voilà, donc ce que je disais, c'est qu'effectivement, chez toi, toute la gamme est bonne, quel que soit le type de cuvée qu'on achète. Donc un grand merci encore pour ton. C'est gentil, merci en tout cas pour la visite. Voilà, c'est terminé pour ce numéro. Il me reste à vous souhaiter de passer d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous dis à l'an Kevin. Au revoir.